Alors, avant de commencer, je vais juste sauter sur ce que Lilian a dit euh, concernant Jakarta AI, parce qu'en fait, je viens de l'équipe Java AI, et si on regarde historiquement... Non, 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 non. Enfin, j'ai peut-être des choses à corriger, mais non, globalement, c'était très bien. En fait, si on regarde ce post que j'ai écrit, qui j'espère qu'il est encore sur l'Aquarium, qui date Voilà, qui date de septembre 2017. Donc c'est un post que j'avais écrit. C'est la première fois qu'en fait Oracle annonçait son intention d'ouvrir la plateforme Java EE. Et donc c'était à l'époque le projet EE4J qui est devenu Jakarta EE. Sachant qu'à l'époque, on avait déjà travaillé énormément sur le projet, mais on n'open source pas une plateforme comme ça du jour au lendemain. Donc on avait travaillé en amont. Mais il y avait toujours cette partie-ci en bas qui disait que, bon, en gros, c'était notre intention, mais les choses pouvaient encore ne pas se passer comme on pensait qu'elle allait se passer. Maintenant, tout est du côté Eclipse, donc c'est un très grand soulagement. Bon, maintenant, je ne suis pas venu ici pour parler de Jakarta AI. Je fais partie maintenant de l'équipe Java SI. Donc aujourd'hui, on va discuter de de la JVM dans les containers. C'est un slide que j'utilise beaucoup parce que je voyage pas mal. Il y a 2 jours, j'étais en Slovénie. Juste avant, j'étais à Londres. Il y a 10 jours, j'étais en Asie. Et on pense souvent que je suis français parce que j'ai un accent relativement français. Je ne suis pas français, je suis belge. J'habite juste à la frontière, à côté de Lille. Et je crois que c'est de là que vient mon accent. Donc mon nom est David de Labassée. Labassée étant une petite ville située juste à côté de Lille. Donc vous pouvez me trouver sur Twitter. Comme je l'ai mentionné, je fais partie de l'équipe JPG, donc Java Platform Group. Donc c'est l'équipe en gros qui développe Java ici, OpenJDK et d'autres projets attenants. Autre slide que j'utilise très rarement, et je l'utilise uniquement en France, c'est peut-être un peu petit, mais c'est la loi tout bon. Et le souci que j'ai, en fait, c'est que je donne beaucoup de présentations, mais toujours en anglais. Donc, quand je dois donner une présentation en français, c'est toujours assez difficile pour moi parce que je cherche mes mots. Des fois, j'ai la tendance à essayer de traduire trop. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En fait, c'est la 2e fois cette année que je fais une présentation en français sur, je sais pas, 45 présentations. Donc, soyez indulgents avec moi. Très important, le disclaimer slide, le safe harbor slide de Oracle, donc lisez-le avec attention. Voilà. Non, mais aujourd'hui, ça ne s'applique pas du tout. Donc, maintenant, dernier point à mentionner, j'utilise un MacBook Pro. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui utilisent aussi des MacBook Pro? Ouais. En gros, les MacBook Pro, il y a un gros souci, c'est qu'Apple a introduit ce qu'ils appellent le Butterfly Keyboard, donc le clavier papillon. Au début, il y avait des soucis, ils ont réparé ces soucis-là. C'est la 4e fois qu'ils résolvent ces soucis-là et ça ne marche toujours pas. La 4e révision, c'était au mois de mai et c'est le premier clavier dans l'histoire à être lancé avec un programme de remplacement dès le lancement. Ceci pour dire que aujourd'hui, je vais faire quelques démos. Si j'ai des démos qui foirent, ce n'est pas de ma faute, c'est de la cause du clavier. Et ne rigolez pas, hein, des fois c'est vrai. Hein. Et j'arrive à le prouver aussi. Hein, donc, Alors, qui dans la salle utilise des containers aujourd'hui? Ouais, donc c'est ce que je pensais. Bon, en gros, je ne vais pas passer trop de temps sur l'aspect container. Je voudrais vraiment me focaliser sur la partie Java dans les containers. Je crois qu'on sait tous ce qu'est la technologie container. Donc, en gros, c'est un mécanisme d'empaquetage, je ne sais pas si ça se dit en français, qui permet de facilement empaqueter un logiciel avec toutes ses dépendances. Donc on peut facilement avoir une unité qu'on peut facilement déployer sur une plateforme, dans le cloud, etc., etc. Il y a différentes runtime. Les plus utilisés aujourd'hui, je crois que c'est Docker et CRI-O prend de plus en plus d'importance, mais il y en a d'autres, il y a Alexis, il y a Rocket, Runc, etc., etc. Aujourd'hui, je vais utiliser Docker. Maintenant, ce que je vais discuter, toutes les techniques qu'on va voir ce soir, en gros, s'appliquent à la plupart de ces technologies de containers, sur Linux, bien sûr. Très brièvement,
les containers, c'est un peu comme du Canada Dry en fait. Ça ressemble fort à une VM, ça a un goût de VM, mais c'est clairement pas une VM. Un container, on repose sur des technologies comme les namespaces, les cgroups, pour offrir une forme d'isolation. Mais on n'a clairement pas le niveau d'isolation qu'on a dans une VM. Dans une VM, on a une isolation qui est très poussée. Pourquoi? Parce qu'on a un hypervisor. L'hypervisor nous permet d'avoir une isolation complète. L'avantage aussi, c'est qu'avec un hypervisor, on peut avoir un operating system qui est différent de l'operating system du host. Avec des containers, on repose toujours sur l'operating system du host. Maintenant, il y a des trucs. Par exemple, ici, j'ai un Mac et je travaille avec des containers Linux. Pourquoi? Parce qu'en dessous, j'ai une pseudo-VM avec LinuxKit. Tout ça est complètement géré par Docker dans ce cas-ci. Mais c'est la grosse différence. Maintenant, il y a un nouveau type de container qui devrait se situer plus ou moins au milieu, ce qu'on appelle les kata containers, qui en gros essayent d'offrir les bénéfices d'une VM avec les bénéfices des containers. L'avantage d'un container, c'est qu'en gros, un container va démarrer comme ça. Démarrer une VM, ça prend du temps et c'est coûteux. Les kata containers, en fait, ce serait vraiment le juste milieu entre les deux. Maintenant, c'est un peu tôt pour travailler avec des kata containers à ce jour-ci. C'est une technologie qui est vraiment en cours de développement. En termes d'adoption, ça reflète un peu le sondage qu'on a fait. Si on regarde ce sondage, donc c'était un sondage de Stack Overflow, je crois, en mai 2019. Et en gros, il n'y avait que 46% des utilisateurs qui n'utilisaient pas de containers. Donc ça veut dire que plus de la moitié des utilisateurs utilisaient des containers. Qu'est-ce qui explique ça? C'est notamment le cloud, en fait. Le cloud fait que, si on parle de Kubernetes, on utilise d'office des containers. Maintenant, si on regarde l'utilisation des containers dans le monde Java, bien évidemment, on les utilise énormément. Il y a différentes raisons qui font qu'on repose et on utilise des containers dans le monde Java. Il y a notamment toute la partie outillage. On a pas mal d'outils qui permettent de travailler avec des containers très facilement. Par exemple, on a des plugins Maven qui permettent de créer facilement des containers. Il y a un ensemble de frameworks, on a mentionné Quarkus, il y a Elidon, il y a Micronaut, qui permettent en fait de directement, donc on génère un jar d'une application, typiquement un microservice, et on peut aussi dire directement, ok, je voudrais que ce jar soit empaqueté dans un container. Donc l'intégration des containers se fait directement dans l'outillage des frameworks même. Dernier point, on a toutes les plateformes serverless, donc Function as a Services. Ces plateformes, en fait, reposent toutes sur des containers. Il y a des projets et des plateformes telles qu'FN, OpenFast, OpenWhisk, où là, clairement, on voit qu'on utilise des containers, c'est clairement exposé à l'utilisateur. Il y a d'autres plateformes, par exemple AWS Lambda, où la technologie container n'est pas exposée directement, mais en dessous, ce sont des containers. Ce qui fait que ce qu'on va discuter ce soir, donc l'utilisation de Java, et au sens large, la JVM, dans les containers s'applique aux utilisateurs de ces frameworks, mais aussi aux utilisateurs de ces plateformes-là. Alors, une JVM dans un container, il y a deux aspects importants. Il y a d'abord ce qu'on appelle, comment traduire ça en français? Il faut que la JVM se comporte correctement dans un container. On va expliquer, on va voir pourquoi c'est important un peu plus tard. Et ensuite, il y a tout l'aspect qui est lié à la latence. La latence étant le temps nécessaire qu'il faut pour démarrer une application containerisée. Chose importante, c'est que des containers, je l'ai mentionné, un container, ça démarre très vite. Donc on a cette tendance en fait d'utiliser des containers un petit peu, pas de gaspiller, mais de, bon, on déploie une application, on lance un container. On doit faire un changement, on redéploie un autre container. Donc on fait ça un petit peu à la volée. Maintenant, bien évidemment, si le déploiement d'un container prend trop de temps, à ce moment-là, on tombe un peu sur le travers des VM, sans avoir l'isolation qu'une VM offre. Donc c'est pour ça que tout l'aspect latence est important. C'est encore plus important lorsque on utilise des plateformes serverless. Donc Function as a Services, on a cette notion, en fait, on n'a plus d'application, mais on a juste des fonctions. Une fonction étant une unité de déploiement, donc en gros, c'est un bout de code qui va effectuer une tâche. Bien évidemment, si pour invoquer cette tâche, l'invocation prend 10 secondes, on a un problème. Donc, tout l'aspect latence, c'est quelque chose sur lequel on va devoir être très attentif. Alors, j'ai commencé avec une démo très basique. Et on va voir un petit peu, on va partir de là en fait.
pour ça, je vais juste récupérer ce truc-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon mon laptop a craché dans le train. Ce qui fait que mon Docker, le disque de mon Docker était corrompu. Donc j'ai dû tout réinstaller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un Dockerfile très basique. Donc, je récupère une image Java, je crée un répertoire, je récupère un fichier Hello World que j'avais compilé et que je vais lancer. Si on regarde ce que l'application fait, c'est un truc très basique. Donc, c'est un Hello World qui regarde à quelques variables d'environnement, telles que on utilise telle version de Java. Donc, la 13.01, c'est celle qui est sortie cette semaine. Le vendeur de cette JVM, c'est Oracle. On est sur tel OS. Est-ce qu'on tourne dans un container? Non. On a à notre disposition 4 corps. Donc, notre fork join pool sera configuré avec 3 worker threads, etc., etc. Donc, l'idée de mon Dockerfile, c'est de dockeriser cette application. Alors, on va appeler ce container Bordeaux et on va utiliser ce contexte-là. On va lancer ce container et on devrait avoir... On n'aura pas le même résultat, bien évidemment, parce qu'on tourne dans un container. Et donc, ça, c'est notre Hello World dans le container. Donc, on voit qu'il y a des différences, en fait. Donc, typiquement, la JVM est complètement différente. On est sur un Linux ici. On est bien dans un Docker. On a 3 corps. Pourquoi? Parce que si je regarde... c'est une préférence, je crois. Enfin, je ne sais plus où c'est, mais bon, mon Docker est configuré pour n'utiliser que 3 CPU. Et donc, mon fork join pool est configuré pour 3-1, donc 2, c'est correct. Alors, si on regarde... ça, c'est notre container. Et ici, on voit la taille de notre container, 643 MB pour une application très basique. Donc ça, c'est déjà un problème fondamental. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on doit invoquer une application, donc le container est stocké dans un registry. Donc chaque fois que cette application devrait être invoquée, elle devrait être chargée par le runtime du container, Docker dans ce cas-ci, du registry. 640 MB, c'est pas énorme, mais bon, clairement, si on veut aller vers une densité accrue, ça peut poser un souci, sachant que cette application ne fait rien du tout. Donc c'est un des problèmes qu'on a déjà ici, et on va voir un petit peu plus tard comment on peut résoudre ça. Autre problème, c'est la latence. Démarrer ce container, ça veut dire qu'il faut charger ces 640 et des mégabytes du registry. Au plus l'image est large, au plus ça risque de prendre du temps, même si bien évidemment on va colocaliser le registry d'un point de vue réseau sur un segment proche de notre infrastructure, etc. etc. mais ce n'est pas idéal du tout. Alors, la latence d'un container, on peut clairement distinguer 2 niveaux. Il y a le temps nécessaire pour démarrer le container lui-même, et ensuite il y a le temps nécessaire pour démarrer l'applicatif dans le container. Donc typiquement ici, on parle de la JVM et de l'application Java. Donc il y a vraiment 2 niveaux sur lesquels il faut travailler. Au niveau du container, c'est relativement simple. Un container, c'est quoi? C'est un ensemble de layers qui sont superposés les unes aux autres. Pour Java, il y a 3 types de layers. Il y a l'operating system, le système d'exploitation. Il y a le layer suivant qui est le Java Runtime, donc pas nécessairement un JRE, parce que la notion de JRE est en train de s'effacer, mais on a en gros la JVM avec toutes ces librairies. Et au-dessus de ça, on a la couche applicative Java. Donc c'est notre code Java avec toutes ses dépendances. Le but ultime est de réduire au maximum la taille de ces différentes images, pour réduire la taille de notre conteneur. Pourquoi? Parce qu'on doit charger le container du registry, donc on veut que l'image du container soit la plus réduite possible. Au niveau Java, donc au niveau applicatif, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire au niveau de la JVM. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner aux développeurs des conseils. Typiquement, faire attention aux dépendances, les dépendances transitives. Ne pas ramener de dépendances qui ne sont pas utilisées, ce genre de choses-là. Ce qu'il faut faire aussi, c'est
essayer d'utiliser au maximum le mécanisme de cache qui est offert par le conteneur. Donc typiquement, si on a quelque chose de très statique, on va, d'un point de vue Java, on va stocker ça dans un layer spécifique. Pourquoi ? La prochaine fois qu'on devra rebuilder notre application, en gros, les dépendances ne vont pas changer, donc ça ne sert à rien de recréer un layer avec ces dépendances-là. On va juste récupérer le layer du cache. C'est pour ça aussi que les fat-jar, ce n'est pas nécessairement une bonne idée pour des conteneurs. Parce qu'il suffit qu'on change une ligne dans notre application Java, en gros, tout le layer du fat-jar devra être recréé. Donc, ce n'est pas l'idéal. Chose qu'on va regarder et essayer d'utiliser, c'est les archives CDS. J'en parlerai un peu plus tard. Mais donc, au niveau Java, au niveau applicatif même, à part des best practices, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire d'un point de vue JVM. Par contre, au niveau runtime Java, là, il y a quelque chose qu'on peut faire, et c'est on peut utiliser la modularité qui a été introduite en Java 9. Donc, en Java 9, on a introduit la modularité, et il y a un outil qui s'appelle JLink qui nous permet de créer un runtime Java modulaire. L'idée de JLink, c'est en fait, on va avoir un runtime qui ne va inclure les modules qui sont nécessaires à l'exécution de notre application. Ça va réduire la taille du runtime, donc ça c'est ce qu'on vise dans le monde des containers, mais c'est aussi une bonne idée de manière générale, et ce n'est pas lié à Java, c'est de réduire la surface d'attaque de nos containers. Donc typiquement, dans un conteneur, on va éviter d'embarquer des choses du code qui ne sera jamais utilisé. Et JLink nous permet notamment de faire ça. Alors pour vous donner un petit peu une idée de ce que JLink offre en termes de bénéfices, je suis parti d'un JDK, donc un JDK 13, 316 MB. Donc un JDK par défaut 316 MB. On n'a plus depuis Java 8 de JRE, donc de Java Runtime Environment, mais avec JLink, on a la possibilité de créer notre propre image Java. Ce que j'ai fait, et c'est très stupide, j'ai créé un JRE qui inclut tous les modules. C'est stupide, pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'on peut sensiblement écrire une application qui a du sens, qui utilise tous les modules de la plateforme Java. Mais encore une fois, c'est juste pour avoir une idée. Donc en faisant ça, en fait, on arrive à pas un JRE, mais à une image runtime qui passe de 316 MB à 178 MB. Donc juste ça, on a déjà réduit, on est à 56%. Donc on a déjà un bénéfice énorme en termes de taille. Donc ça c'est une chose, mais en plus on réduit la surface potentielle d'attaque de notre image Java. Alors le but de JLink, c'est vraiment de n'embarquer les modules qui sont nécessaires à notre code. C'est ce que j'ai fait ici. Ici j'ai pris comme exemple une fonction serverless qui tourne sur FN. Et pour tourner cette fonction serverless, je n'avais besoin que de 2 modules. Donc en faisant ça, en fait, je passe de 178 mégas à 50 MB. Donc encore une fois, on a réduit fortement la taille de notre image Java. On peut aller plus loin. On peut enlever certaines informations qui ne sont pas nécessairement utiles au runtime, telles que des header files, les man pages. On peut aussi enlever de l'information de debug. Je reviendrai peut-être sur ça un petit peu plus tard. Si on fait ça, on va passer de 50 mégas à 44 mégas. Donc on sauve 6 MB. JLink offre 2 niveaux de compression. Donc le premier niveau de compression va nous amener à 37 MB. Donc de 44, on passe à 37. Et enfin, le deuxième niveau de compression, qui est du zip, en fait, on passe à 34 MB. Ce qui veut dire qu'en utilisant JLink, on peut passer d'un JDK complet qui pèse plus de 300 MB à une image Java qui contient tout et uniquement les modules qui sont nécessaires pour exécuter notre code qui ne pèse que 34 MB. L'idée étant de réduire au maximum la taille de nos images, la taille du layer pour réduire la taille de l'image du container. Maintenant, il faut garder une chose à l'esprit. Si ici on introduit un niveau de compression, ça veut dire qu'on va devoir décompresser. Donc ici, en compressant, on va sauvegarder 7 MB. On va devoir décompresser ça. Le bénéfice qu'on va faire en réduisant, en sauvegardant 7 MB, on va probablement le perdre à cause de la décompression. Donc,
à mesurer toujours, mais moi je dirais que la compression n'est peut-être pas quelque chose qui est très utile dans ce cas-ci. Alors comme j'ai mentionné, c'est une fonction serverless. Et quand j'ai montré cet exemple-là à différentes personnes, on m'a dit « oui, mais moi je suis dans le monde de l'entreprise, donc une fonction serverless, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'utilise. » Donc j'avais besoin d'un autre exemple qui repose sur un serveur pour avoir d'autres chiffres. Alors j'ai pris un serveur. J'ai pris le serveur Minecraft. Le serveur Minecraft, il a besoin de 12 modules. Donc c'est déjà quelque chose de plus large. Ces 12 modules nous donnent une image Java qui pèse 88 MB. Donc on passe de 2 modules à 12 modules, et je crois qu'on était à 50, si je me souviens bien. 88, ça reste très léger. Strip Debug, Strip Java Debugs Attributes va nous sauver 14 mégas par rapport aux 88. Si on compresse ces 88, on sauve 18 mégas. Niveau 2, on va enlever 31 mégas des 88 mégabytes, sachant qu'il y a toujours le coût de la décompression. Si on enlève les header files et les man pages, on ne va rien sauvegarder. Pourquoi? Parce que dans l'OpenJDK d'Oracle, elles ne sont pas incluses. C'est quelque chose qu'on a introduit, je ne sais plus si c'est en 12 ou en 13. Avant, on avait une option Strip Debug, en fait. Et Strip Debug, ça voulait dire enlever les informations, les attributs de debug Java du runtime. On a une approche plus modulaire depuis 12 ou 13, et c'est notamment pour Debian. Pourquoi? Parce que tous les modules sur Debian pèsent 554 MB. Pourquoi? Parce que dans ces distributions-là, on a les symboles de debug native qui sont excessivement lourds. C'est pour ça qu'on a la possibilité maintenant de faire un strip debug des modules natives ou uniquement des Java. Et si on fait un strip debug, donc ce paramètre-ci, en fait là on fait les deux. On strip les attributs Java et les debug. Donc clairement, si vous utilisez le JDK d'Oracle ou les builds OpenJDK d'Oracle, c'est peut-être pas nécessaire d'enlever le strip Java Debug Attributes. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir une exception, vous n'allez plus avoir par exemple la localisation. Vous allez avoir l'exception, mais vous n'allez plus voir dans quelle classe et ni à quelle ligne ça se passe. Donc le bénéfice ne vaut peut-être pas les inconvénients. Par contre, si vous êtes sur une distribution Debian, là clairement un JRE qui pèse encore plus de 500 MB aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Et c'est à ce moment-là intéressant d'enlever tous les symboles de débugage natifs. Alors, on a parlé de la couche Java, on a parlé de la couche du runtime Java, donc la JVM. La couche la plus basse, c'est l'operating system. L'idée étant que dans nos containers, on veut toujours travailler avec des operating systems qui ne sont pas trop lourds. Le but ultime étant de reposer sur des operating systems tels qu'Alpine. Donc Alpine est une distribution Linux qui pèse entre 4 et 5 MB. Donc c'est un Linux complet qui n'aura pas tous les outils qu'on va trouver dans un Debian JC par exemple, mais clairement, pour exécuter notre code, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un grep, enfin ce genre de choses-là dans notre image container. L'idée étant toujours de réduire la surface potentielle de nos containers. Le souci est que Alpine utilise Muscles. Donc Muscles est une alternative à Lipsy, Lipsy étant la librairie C++ que la JVM qui est écrite en C++ utilise pour parler à l'operating system. Et Lipsy est une alternative. Donc ça ne fonctionne pas. Sauf que depuis quelque temps, on travaille sur le projet Portola. Donc au sein du projet OpenJDK, on travaille sur Portola, qui en gros, le but de Portola est de compiler OpenJDK sur Muscles. Ce qui fait qu'on peut utiliser OpenJDK sur Alpine. On peut le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on recommande à utiliser en production. Donc on est toujours sur une N+1. Donc actuellement, on a la version 13 de Java qui est sortie. Donc on travaille sur Portola sur la 14. Et quand la 14 sera disponible, on va travailler sur Portola sur la 15. Ce qui est important, si vous, en tant qu'utilisateur, voyez un intérêt à pouvoir utiliser Muscles pour pouvoir utiliser Alpine, c'est important de le signaler, de le faire remonter.
Donc on est en train de voir au sein de la communauté s'il y a un intérêt pour continuer à travailler sur Portola. On pense que oui, mais on voudrait avoir des confirmations. Alors, on va regarder un petit peu ça. Une démo de J-Link avec Alpine. Et pour ce faire, je vais utiliser FN pour 2 raisons. D'abord, FN, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser. FN, c'est l'abréviation de fonction. C'est une plateforme FAS, open source. J'ai travaillé dans ce groupe-là pendant 1 année. L'intérêt d'FN, c'est donc une plateforme serverless, open source, donc tout est sur GitHub. La solution serverless d'Oracle repose sur FN, donc le service commercial serverless d'Oracle repose sur FN, mais comme tout est open source, vous pouvez prendre FN, l'installer sur n'importe quel cloud, sur votre laptop, c'est ce que je fais ici. Donc FN est écrit en Go, mais bien évidemment, FN est polyglotte. Donc on peut écrire des fonctions en Go, en Java, en Node, en Python, etc. etc. Comme je l'ai mentionné, en gros, FN repose sur des containers. Donc on verra que dans FN, tout est un container. FN en lui-même est un container, on écrit une fonction, c'est un container. Donc je vais faire une démo d'FN juste pour voir un petit peu les bénéfices qu'on peut obtenir avec J-Link et Portola. Donc j'ai mon Docker qui tourne, j'ai rien qui tourne dedans, donc je vais démarrer FN en mode détaché. Maintenant j'ai FN qui tourne dans mon Docker. Ce que je vais faire, je vais créer une fonction. FN init runtime Java et je vais l'appeler Bordeaux. L'étape suivante, c'est de déployer cette fonction. Donc ici, si on regarde la fonction même, bah, c'est quelque chose de très basique. Hein. Donc on a 2 classes. On a Hello Function, donc c'est une fonction Hello World que vous allez pouvoir étendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette fonction, c'est vraiment du code Java pur et dur. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'annotation. On a une deuxième classe qui permet de tester notre fonction. Et on a un pom.xml, donc c'est un projet Maven. Donc on peut continuer à utiliser Maven. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va juste déployer cette fonction-là pour voir comment ça se passe. Donc pour ça, je dois créer une application. Donc une application, c'est simplement un moyen de regrouper des fonctions. Donc fn create app, le nom de mon application. Ensuite deploy. Je veux déployer dans l'application Bordeaux la fonction Bordeaux. Je vais juste mettre un "-v pour qu'on voit ce qui se passe derrière. Et je vais mettre un local pour gagner un peu de temps. Et en gros, ce qui se passe derrière, c'est que l'outillage des FN, donc on lui donne simplement une fonction écrite en Java et lui, il va convertir ça en une image Docker qui sera déployée sur la plateforme. Ce qui fait que, ici, je vais invoquer ma fonction, donc invoke, donc l'application c'est bod et la fonction c'est bod aussi. Et derrière, ce qui se passe, c'est que j'ai un container qui a été instancié avec ma fonction. Tout ça a été fait par la plateforme FN. Ici, j'utilise l'API FN pour invoquer la fonction. Je pourrais faire ça à travers de l'HTTP, de l'HTTPS ou d'autres triggers. Ce n'est pas vraiment le but de la discussion ce soir. Ce que je vais faire, je vais créer une autre fonction. Non. Et je vais faire ça un petit peu différemment. Donc init image. Et là, il ne faut pas que je me trompe sur le nom. JDK 14 init et je vais l'appeler bod 14. Je vais déployer cette fonction. Ouais. Ça, c'est à cause de mon Docker qui a craché tout à l'heure. Je dois aller à la mano. Bon, c'est pas quelque chose que vous êtes censé faire. En espérant que je ne me trompe pas. Voilà. Je vais invoquer cette fonction. Cette fonction, encore une fois, est une fonction très stupide. La seule différence, c'est qu'elle tourne sur Java 14. Et en gros, elle ne fait rien, c'est juste un Hello World.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici, on a l'image container de notre fonction. Donc, ce qui fait qu'on peut inspecter cette fonction. Quelqu'un connaît cet outil? C'est Dive. Chaque fois que c'est un truc qui existe depuis 2 ans à peu près, et chaque fois qu'on me demande toujours ce que c'est. C'est un outil très simple qui vous permet d'inspecter vos containers, en fait. Une sorte de Norton Commander read-only pour des containers. Donc à gauche, j'ai mes layers. Donc 5.6, c'est l'operating system, donc un Linux. 2.4, c'est le layer de ma fonction. Donc si on regarde avec les résolutions, c'est pas super visible, mais bon, ici j'ai ma fonction, donc j'ai le jar qui a été créé par le tooling d'FN, peu importe, j'ai toutes les dépendances de la fonction. Encore une fois, ça c'est FN qui a fait ça. Et si on regarde la taille de cette layer-là, 2.4 MB. Et enfin, le layer suivant, 33 MB, c'est quoi? C'est mon JRI. Avec tout et uniquement les modules qui sont nécessaires pour exécuter ce code-là. Par exemple, ce qu'on constate ici, c'est que au niveau des binaires, j'utilise le terme JRI par habitude, mais ce n'est pas un JRI. C'est vraiment une image runtime Java. Ce qu'on constate, c'est que par exemple, on n'a pas de JavaC, on n'a pas JLink, on n'a pas Gmod, on n'a pas JavaDocs, etc., etc. Typiquement, le genre de trucs qui sont nécessaires au développement, mais clairement pour exécuter le code, c'est pas, sauf si on fait des JSP, on n'a pas besoin de JavaC par exemple. Donc encore une fois, JLink nous permet de réduire au maximum la taille de notre runtime Java, mais aussi de se séparer de choses qui ne sont pas nécessaires. Et c'est encore une fois une bonne pratique au niveau sécurité de faire ça. Et enfin, il reste, et ça c'est spécifique à FN, un layer de 20 KB. Ça c'est juste un share object qui est nécessaire pour FN. Mais donc, en gros, ici, en utilisant JLink, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un runtime pour notre fonction Java qui ne pèse que 33 MB. Comment ça a été fait? Il suffit de regarder en fait le Dockerfile qui a été généré par la plateforme. Bon, c'est un petit peu verbeux parce que je ne l'ai pas encore... Mais bon, en gros, donc c'est JLink. Juste pour crâner un petit peu, j'ai fait un compress 2. C'est quelque chose qui ne sert à rien parce qu'on va réduire la taille du JRI, mais en termes de performance, on ne va clairement pas gagner. J'enlève encore les header files, ça ne sert à rien, les man pages non plus. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas là. J'enlève les attributs de debug, ça réduit un petit peu la taille, mais c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée en production. Donc ici, l'output, le JRI custom sera placé à cet endroit-là. Et comment j'ai fait? J'ai utilisé donc la commande, le flag add modules, et ensuite j'utilise un autre outil qui fait partie du JDK, JDEPS. Je lui passe mon jar, et JDEPS va automatiquement voir, OK, ce jar-là a besoin de tel et tel et tel et tel module. Cette liste-là va être passée automatiquement à la commande add modules que JLink va utiliser pour créer mon runtime custom. Alors, on a parlé donc de différentes choses qu'on peut faire au niveau du container pour réduire la latence. En gros, c'est de travailler sur la taille des layers. Maintenant, on va monter un cran au-dessus, on va parler au niveau Java même. Comment on peut faire pour essayer de réduire la latence? Donc, améliorer le démarrage, en fait, le startup time. Alors ce slide-ci reprend le startup time de Java 8 et de Java 9 pour une application très basique. En gros, un Hello World. Et clairement, à ce qu'on pourrait penser, on démarrait beaucoup plus rapidement en Java 8 qu'en Java 9. Donc entre 8 et 9, il y a une régression très importante en termes de démarrage. Maintenant, je vais partager un secret qu'on utilise, une technique qu'on utilise chez Oracle pour réduire le démarrage des applications Java. C'est qu'en gros, lorsque c'est possible, on essaye d'utiliser la dernière version de la JVM. Non, mais sérieux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ici, en 8, c'était en gros notre benchmark à l'époque. Maintenant, on est en 13, donc on est meilleur que 8. Non seulement ça, on a
toutes les améliorations qui ont été apportées à la plateforme depuis lors. Le client HTTP2, l'inférence de type, TLS 1.3, etc., etc. Donc, c'est, encore une fois, quand c'est possible, essayez de vous focaliser sur une version plus récente de la plateforme. Vous allez obtenir des bénéfices par défaut. Donc, on a bien évidemment amélioré, on a résolu les problèmes de régression qu'on avait en 9, mais de release en release, on se focalise aussi pour essayer d'améliorer le démarrage. Donc, entre 10 et 13, on a à peu près 120 améliorations RFI qui ont été apportées pour travailler sur le démarrage du code Java. Autre technique qu'on peut utiliser, CDS. Quelqu'un utilise déjà CDS? Quelqu'un sait ce que c'est CDS, Class Data Sharing? CDS, c'est un truc qui est clairement pas nouveau. C'est quelque chose qui est dans la plateforme depuis Java SE 5. L'idée, elle est très simple en fait. Quand on démarre une application Java, donc on a des classes dans un jar. Ce jar doit être décompressé. Ensuite, on a un ensemble de classes qui sont stockées. Donc, c'est du bytecode qui est stocké sous un format bien défini. Donc, le bytecode specification. Enfin, j'ai oublié le nom du format, mais c'est pas grave. La JVM, en gros, doit parser toutes ces classes pour convertir ça en une représentation en mémoire utilisable. Donc, il y a un ensemble d'opérations qui doivent être appliquées pour obtenir ce résultat-là. Le truc, c'est que bien évidemment, une application, on a plus d'une classe. On a énormément de classes. Non seulement ça, on a aussi toutes les classes du JDK. L'idée de CDS, en fait, elle est très simple. C'est on fait ce travail une fois. Une fois qu'on a la représentation des classes en mémoire, la JVM fait un snapshot directement sur disque. Ce qui fait que la prochaine fois que l'application démarre, la JVM va directement faire charger in-memory mapping, je ne sais pas comment on traduit, mais en gros, elle va récupérer ce dump sur disque et le ramener directement en mémoire. Donc on ne devra plus effectuer toutes ces opérations qui sont coûteuses. Alors, j'ai une démo CDS pour voir un petit peu les bénéfices de CDS. Pour ce faire, je vais utiliser une machine Ubuntu parce que j'ai besoin de perf et j'ai eu... Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit... Donc je me connecte sur une machine, sur une VM Ubuntu. Java version, donc je suis en 13.01. J'ai encore mon... Non, pas Elidon. J'ai mon Hello World. J'ai dit Hello World. Donc c'est toujours cette application très stupide. Ce que je vais faire, je vais donc compiler cette application. Enfin, cette classe. Java Hello World. Je vais l'invoquer plusieurs fois. Pour ce faire, j'ai un alias qui utilise perf. En fait, l'idée, c'est d'invoquer 42 fois cette application pour avoir un temps de démarrage moyen. Donc, perf 42. La seule chose, c'est que je vais disabler, étant donné que je suis en 13, je vais disabler CDS. Hello World. Donc, je crois que je suis bon. Donc, mon application est invoquée 42 fois. Et on va avoir un temps moyen. Donc, on est à 203. D'accord, 203 millisecondes par invocation. On va faire la même chose. On va invoquer 42 fois la même application, mais cette fois-ci, on va utiliser CDS. Pour utiliser CDS, rien de plus simple. Il suffit d'enlever ce flag-là. Pourquoi? Parce que maintenant, CDS est enablé par défaut. Donc, Pardon? Je vérifierai après. J'ai un slide sur ça, mais... donc, on était à 203. Ici, on était à 135. 135. Donc, ce qui fait que 135 divisé par 203... J'ai dit 100, ça, c'est le clavier. 135 divisé par 203, bon, on est à 66% du temps de démarrage. Ce qui est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui est dans la plateforme par défaut. Donc, utilisez-le. Alors, mon application ici, elle était très basique. Et en gros, j'utilisais le CDS traditionnel, sachant qu'on a aussi ce qu'on appelle l'application CDS.
C'est un tweet de Charles Nutter, ça, qui date d'il y a 2 semaines et demie, où en gros, il dit ceci. En utilisant l'application CDS sur Java 13, JRuby n'a jamais été aussi rapide en termes de démarrage. Donc ça, ce sont les chiffres. 8,53 millisecondes en 8,202, 7,17 en JDK 13. Sachant que là, on repose sur CDS et AppCDS. Donc CDS, l'idée de CDS, c'est donc ce dump de classes pour les classes Java, donc toutes les classes du JDK. AppCDS, ce sont pour les classes de votre application. Bien évidemment, pour mon Hello World, il y a une classe, ça ne sert à rien de faire une archive, on ne va rien gagner du tout. JRuby est une application relativement lourde, il y a pas mal de classes et on voit clairement qu'on a une amélioration intéressante. Alors, CDS introduit en Java 5, relativement limité à l'époque, donc c'était uniquement les classes du runtime, limité à Serial JC. En 9, on a introduit Application CDS, donc la possibilité de créer des archives pour votre propre code, sachant qu'à l'époque c'était une fonctionnalité payante. Cette fonctionnalité a été open sourcée en 10, donc c'est depuis 10, Application CDS fait entièrement partie de la plateforme Java open source. En 9, on a aussi étendu le support à d'autres JC. En 12 et en 13, on a continué à apporter des améliorations sur CDS. Et c'est là qu'il m'en manque un slide. Je ne sais plus si c'est en 10 ou en 11 où on a introduit le CDS auto, enfin par défaut en fait. Ce qui est intéressant, c'est le Dynamic CDS Archive qui a été introduit en 13. L'idée est la suivante en fait. Donc pour créer un dump de votre propre classe, il faut d'abord créer une liste des classes que vous voulez dumper. Donc c'est la première étape. Ensuite, il faut créer ce dump. Donc on va prendre cette liste-là et on va demander à la JVM de créer cette archive, donc de les charger en mémoire, de faire tout ce qui est nécessaire et ensuite dumper ça sur disque. Et enfin, dernière étape, c'est utiliser l'archive. Donc on démarre l'application en spécifiant quelle est l'archive AppCDS à utiliser. En 13, créer l'archive est beaucoup plus simple. Il suffit de lancer l'application une fois et automatiquement, on utilise ce flag-là pour spécifier qu'on veut créer une archive, appcds.jsa, peu importe le nom. Et ensuite, on l'utilise. Donc, ce sont ce genre de choses, en fait. CDS est une technologie très ancienne, en fait, plus de 15 ans. Mais de release en release, on continue à améliorer CDS. Alors, autre chose qu'on peut utiliser pour essayer de réduire le temps de démarrage de nos applications Java, c'est GraalVM. Vous avez déjà une session sur GraalVM? Non? Je suppose que la session Quarkus, ils en ont parlé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de magie. Hein. Dans Quarkus, en fait, les temps de démarrage, c'est le temps de démarrage de GraalVM. Donc GraalVM, c'est quoi? C'est un projet de open source de Oracle Labs. C'est une machine virtuelle universelle qui fait pas mal de choses. Elle est polyglotte, donc elle fait du Java, elle fait du JavaScript, elle fait du R, etc. etc. Il y a un ensemble de fonctionnalités. Ici, je vais juste brièvement parler d'une fonctionnalité, c'est le Native Image. L'idée de Native Image, elle est très simple. On part d'une application Java, donc d'un jar, et Graal va en gros compiler ce jar en un exécutable natif qui va tourner sur une plateforme bien définie. Donc l'idée de faire ça, c'est que un jar doit reposer sur une JVM. Si on a un exécutable qui embarque tout ce qui est nécessaire pour exécuter le code, on n'a plus besoin d'une JVM externe. On va avoir un artefact qui sera beaucoup plus petit et qui va démarrer beaucoup plus vite. Sachant que on parle d'un exécutable natif, donc un jar va tourner sur n'importe quelle JVM, donc un jar est multiplateforme par définition. Un exécutable natif, si on crée un exécutable pour Linux, il ne tournera que sur Linux. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Alors, une autre démo. Voilà, ici j'ai un petit script en fait qui utilise GraalVM pour
donc compiler mon Hello World. J'ai dit compiler mon Hello World. C'est tellement long que je vois rien. Bon, je vais faire autrement. Je vais faire ça dans un container, donc target, bod native, on va l'appeler, en bod Graal. F dockerfile.native, mon contexte. Un des inconvénients de Native Image, c'est qu'en fait, donc la compilation se fait en avance de phase. Donc en gros, ce que Graal va faire, on va prendre le code Java, on va regarder tous les chemins possibles, éliminer tous les chemins qui sont impossibles. Et ce genre d'opération prend beaucoup de temps. Même sur... ici, on n'y est pas encore. Ici, je download mes dépendances Maven. Donc ici, on a peut-être une minute. C'est peut-être le bon moment pour prendre des questions s'il y en a. Ouais, je suis désolé, mais c'est Maven. Voilà, le build est fait, mais malheureusement, ici, on va utiliser... Donc ici, Graal démarre. Tout à l'heure, vous avez parlé d'API. Vous avez essayé avec La VM que fait Google, c'est-à-dire Distroless, ouais, mais Distroless, c'est pas vraiment une distribution. Ici, on a vraiment une distribution Linux qui est légère. Bon, on est à 4-5 MB. Sur Distroless, on est encore avec un JRI, je crois, la dernière fois que j'avais regardé, on était dans les 90 MB. Donc, mais maintenant, bon, à l'époque, 80 MB, mais c'était sans utiliser J-Link. Donc, la comparaison n'est peut-être pas pertinente. Mais non, ça, j'ai pas vraiment regardé. Voilà, donc ici, on a notre container. On va le lancer. Normalement, ça sera toujours le même bot Graal, c'est ça. Voilà. Je vais rentrer dans le container. Pardon. Docker run it bod Graal. Je sais plus ce que c'est comme distribution. Est-ce que j'ai un bash? J'ai pas de bash. Ouais. Voilà. Donc ici j'ai ce Hello World qui pèse 9 mégas. Et ce Hello World, c'est quoi? C'est notre application Java. Donc c'est du Java 1.8.2.32, etc., etc. Maintenant, si on regarde le type de fichier, c'est pas du Java. Ah merde, file. Bon. Si on regarde le type de fichier, on voit bien que c'est un exécutable Linux. Donc c'est ce que GraalVM fait en fait. Donc on parle d'un jar et Graal va produire un exécutable pour une plateforme bien définie, Linux dans ce cas-ci. Graal va aussi, Native Image de Graal va aussi embarquer Substrate VM, qui est une VM allégée. Pourquoi? Parce que c'est du code Java. Donc par exemple, notre code Java s'attend à avoir la mémoire gérée par la VM. Il n'y a pas de VM externe ici, la VM elle est directement embarquée dans l'exécutable. Donc c'est l'idée de base de Graal, Native Image. Si on, ouais, j'ai un time, donc on peut regarder le temps de démarrage de cet exécutable. Et ouais, bon, ça donne pas grand chose, mais bon, c'est un temps qui est très, très rapide. Maintenant, 0 millisecondes, je crois pas, mais on est tellement bas que le time ici a du mal à le mesurer. Donc ça, c'est en gros GraalVM. Sachant que GraalVM, Native Image, n'est pas gratuit. Il y a des inconvénients. Actuellement, c'est Java 8 uniquement.
La prochaine version qui devrait sortir, ne me cotez pas là-dessus, mais normalement la version qui sort le mois prochain devrait supporter Java 11. L'idée aussi, c'est que maintenant que le travail a été fait pour 11, Graal sera à même de supporter beaucoup plus rapidement les nouvelles releases de Java. Donc on ne devra plus attendre aussi longtemps pour supporter. Graal ne supportera probablement pas le 13. Pourquoi? Parce que 14 sera disponible bientôt, mais Graal devrait suivre beaucoup plus rapidement les évolutions de Java. Autre inconvénient, c'est que bien évidemment, on perd la portabilité. Ce n'est pas un souci, bon, je peux builder mon exécutable pour du Mac, pour du Linux, mais l'artefact devra à chaque fois être buildé pour une plateforme bien définie. Il y a des choses qui ne sont pas supportées. Typiquement, si l'application repose sur la réflexion, ça, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais ça risque d'être compliqué de la faire marcher. Il y aura du travail à faire. Donc, si votre application peut contourner ce genre de limitation, je vous encourage à regarder Graal et plus particulièrement Native Image. Sachant que, par exemple, un autre inconvénient, c'est que Graal va clairement nous donner une performance de démarrage qu'on ne pourra jamais obtenir avec une JVM. La mémoire sera aussi réduite. Pourquoi? Parce que dans Graal, on n'a pas tous les métadatas qui sont associés à tous les objets que la JVM a besoin. La JVM a besoin de ces métadatas pour faire quoi? Pour faire de l'optimisation. Mais ça veut dire aussi que notre code dans Graal, il est ce qu'il est. Il ne sera pas optimisé. Donc il n'y a pas de JIT dans Graal, par exemple. Pardon, il n'y a pas de JIT dans Native Image. Donc pour une application qui est amenée à tourner longtemps, c'est peut-être intéressant de faire une comparaison entre les bénéfices qu'on obtiendra au démarrage par rapport à cette même application qui va tourner sur un hotspot avec toutes les performances du JIT de hotspot. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Alors, autre point, le comportement de la JVM dans un container. L'idée, je ne vais pas m'étaler sur ce slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de release en release, nous travaillons à améliorer le comportement de la JVM dans les containers. Notamment en termes de management, par exemple, pouvoir utiliser JFR dans des JVM qui sont dans des containers, ce genre de choses-là. Pourquoi est-ce que c'est important que la JVM se comporte correctement lorsqu'elle tourne dans un container? On va le voir ici en fait. On va reprendre l'exemple, le container qu'on a créé tout au début, qui s'appelait Bod peut-être? Oui, c'est ça. Alors, comme je l'ai dit ici, j'ai 3 CPU. Pourquoi? Parce que mon Docker est configuré pour utiliser que 3 CPU. Il y a quelque chose dans la JVM qui a été introduit, je crois, en Java 8 qui s'appelle l'ergonomics. L'idée d'ergonomics, en fait, est que la JVM va regarder à l'environnement dans lequel elle tourne, typiquement la mémoire et le nombre de CPU, pour essayer de s'auto-tuner. Donc, pour offrir un comportement par défaut qui donne une performance acceptable. Donc, elle va regarder le nombre de CPU, la mémoire disponible pour configurer le heap, pour configurer le fork join, pull, pour configurer le compilateur à utiliser, pour configurer la GC à utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée d'ergonomics, qui est dans la JVM depuis Java 8. Alors, ici, je vais relancer mon container, mais je vais dire que... Donc je vais le relancer une fois. Ici, je vais le relancer, mais je vais dire que mon container n'a que 2 CPU. Donc ici, je force Docker à n'utiliser que 2 CPU. Et ce qu'on constate, c'est que mon application Java, elle voit toujours 3 CPU, et donc mon fork join a 2 worker threads. On peut aller plus loin. Enfin, on ne pourra pas aller plus loin que 1. Donc mon container n'a qu'un CPU, mais ma JVM, elle voit toujours 3 CPU. Et donc, j'ai un fork join à 2. Mon GC, il est probablement mal configuré parce que ma JVM pense que j'ai 3 CPU alors que je n'en ai qu'un. Ma heap, elle est très probablement mal configurée aussi. Non, pardon. Dans ce cas-là, elle est correctement configurée parce que je crois que j'ai 2 Go et par défaut, je suis à 25%. Mais si je dis par exemple que j'ai 128 mégas, j'ai toujours 444 mégabytes. Donc, ce qui fait que dès que je vais commencer à consommer de la mémoire, je peux m'attendre à ce que mon application soit tuée automatiquement par le container.
Et là, on peut aller beaucoup plus loin. On peut dire qu'on n'a qu'un CPU et 32 mégas. Et ben, on a toujours... c'est un buffet à volonté. Pourquoi est-ce qu'on a ce comportement-là? Parce que j'ai fait quelque chose de très stupide. J'ai utilisé une vieille version de Java, la 1.8.111. Et alors là, c'est clairement quelque chose qu'on essaye de résoudre avec Docker. Si je regarde en fait mon Dockerfile, j'ai utilisé cette image, Java Latest, qui peut nous amener à penser que c'est une dernière version de Java. Elle était clairement la dernière version de Java à l'époque, mais depuis bien longtemps, elle ne l'est plus. Alors comment résoudre ça? C'est simple en fait. Il suffit d'utiliser une version récente. Et pour ce faire, je vais simplement utiliser l'image officielle d'OpenJDK, donc la 13.01 aujourd'hui. Je vais rebuilder ça. Docker build tag bod. On va relancer ça. Donc un CPU 32 mégas. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, on a une 13.01 au-dessus. On est bien dans un container. On a un CPU, on a un worker thread, on ne peut pas aller en dessous. Et notre mémoire disponible est à 15 mégas. Par rapport aux 32 qui sont disponibles, c'est 50%. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ici, étant donné qu'on a une JVM qui se rend compte qu'elle tourne dans un container, elle utilise non pas les métriques du host, mais elle utilise les métriques du container même. Donc, dans ce cas-là, typiquement, si je tourne une application ici, ça risque d'être relativement lent parce qu'avec 15 mégas et un CPU, ça risque de ramer un peu, mais elle ne sera jamais tuée par le container. Dans le cas d'avant, je peux m'attendre à ce que mon application ne dure pas plus de 20-30 secondes et elle sera automatiquement tuée par mon container parce qu'elle va essayer de s'accaparer des ressources auxquelles elle n'a pas accès. Ici, on a par exemple 2 CPU. On voit qu'on a bien 2 CPU. Notre fork join est à 1 et on a un peu plus de mémoire. Pourquoi? Parce que j'avais mis 128. Donc on est à la moitié de 128, 61. Donc ça, c'est l'idée en fait d'Ergonomics et de l'importance d'utiliser une virtual machine qui soit à jour. Parce que clairement, si vous ne faites pas ça, le GC qui sera configuré risque de ne pas être bon, le IPS sera probablement très mauvais et le compilateur sera aussi, risque aussi d'être mal configuré. Donc, dans le meilleur des cas, votre application sera très lente et ce qui risque probablement de se passer, c'est qu'elle sera simplement tuée par le container même. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, la démo des Ergonomics. Alors, on est à peu près à une petite heure, donc je crois qu'on peut commencer à conclure. Alors, on a discuté donc de toute la problématique de latence, sachant qu'il y a 2 aspects sur lesquels on peut travailler. Il y a la latence au niveau container. Au niveau container, l'idée de base, c'est de réduire au maximum la taille des containers. On ne pourra pas aller beaucoup au-delà. Ensuite, on dépend vraiment de l'infrastructure de containers. Au niveau Java, on a discuté de certaines choses qui nous permettent de réduire la latence du démarrage. Typiquement, utiliser une version récente de la JVM, ce genre de choses-là. On a aussi discuté de l'importance des ergonomics et de l'importance d'utiliser une JVM qui soit à jour, surtout quand elle tourne dans un container. Alors, les recommandations, utiliser lorsque c'est possible la dernière version de Java et n'utilisez jamais Java Latest, cette image-là. On est en train d'essayer de la faire supprimer par Docker, mais ce n'est pas quelque chose de simple. Si vous ne pouvez pas utiliser la dernière version de Java, utilisez une version qui soit activement supportée. Donc ne prenez pas une version qui tourne depuis longtemps, comme c'est ce que j'ai fait, ma 8.111 je crois. C'est vraiment pas quelque chose de conseillé. En 2019, on n'a plus de JRE, mais on a la possibilité de créer nos propres runtime image en utilisant le JLink. C'est quelque chose que vous pouvez faire, même si votre application n'est pas modularisée. Vous avez la possibilité de créer votre propre runtime. Et l'idée qui n'est pas propre à Java, c'est d'essayer, lorsque vous construisez un container, et là c'est plus au niveau développement, c'est d'essayer de faire le maximum de choses en build, et pour sauver du temps lors du runtime. Typiquement, c'est ce qu'on fait avec Graal. Donc le build sur Graal est très lent, mais lorsqu'on utilise l'application dans le container, peu importe que le build a pris 2 minutes,
l'application démarrera plus rapidement. Et pour le reste, c'est vraiment du container as usual. Donc, c'est pas parce que c'est du Java qu'il ne faut pas utiliser les best practices qui sont propres au monde du container. Ça, Lilian en a parlé, donc ça, je peux passer. Pour conclure, chose importante, vous avez peut-être vu ce tweet passer il y a quelques mois. Donc, les 10 images Docker les plus populaires contiennent au moins 30 vulnérabilités. Vous pouvez regarder, Java n'est pas dans ces 10-là. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on est immunisé. C'est beaucoup plus récent que ça. C'était au mois de mai. Il y avait une image, un build de Debian. Donc Debian fait ses propres builds d'OpenJDK, étant donné que c'est open source, ils buildent eux-mêmes. Le souci, c'est qu'ils avaient la 11.03 qui était buildée et taguée en version released 2 semaines avant qu'elle le soit. Les sources sont là, on build et on tag ça en release, c'est bon. Donc c'est un souci parce que, bon, effectivement, ce n'était pas encore releasé. Non seulement ça, cette image-là était aussi récupérée par Docker Hub comme image OpenJDK. Donc ce qui veut dire que vous vous attendiez à utiliser une 11.03 release qui en fait ne l'était pas si vous étiez sur Debian ou si vous utilisez l'image via Docker Hub. On travaille avec Docker Hub maintenant pour résoudre. Maintenant, les builds de Docker Hub viennent de chez Oracle. Donc ça, c'est résolu. Mais l'idée vraiment fondamentale, c'est l'avantage et c'est l'inconvénient des containers, c'est qu'en gros, on a la possibilité de récupérer du code et de l'utiliser très facilement. Donc on récupère une image de base sur Docker Hub ou sur GitHub, on la build et ensuite on l'utilise. Faites attention. Donc utilisez et sélectionnez vos images de base avec précaution et sécurisez-les. Et ne faites pas nécessairement confiance à quelqu'un d'autre pour sécuriser vos images. Alors, je crois qu'ici, c'est... Voilà. Là, c'est secure. Voilà. Donc ça, bien évidemment, ça s'applique à Java, mais ce n'est pas uniquement à Java. C'est vraiment une pratique qui est importante, quelle que soit la technologie utilisée. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce soir. Maintenant, on peut discuter. Donc, je travaille dans la plateforme, dans le groupe Java. Donc, si vous avez des questions sur OpenJDK, sur la nouvelle cadence de release Java, sur Java en général, sur Jakarta AI aussi, je viens de ce monde-là. Donc, je suis à vous. Oui. Ouais. Si la classe n'est pas dans l'archive, elle sera chargée du disque. Ouais. Donc on va peut-être payer une petite pénalité, mais bon, si c'est une classe sur 200, ça se verra pas. Ce qui me fait penser que je n'ai pas... Attends, j'ai un truc. Donc CDS, c'était où? À vérifier, mais je me demande si le default CDS archive, c'est pas la réponse à la question que tu as posée tout à l'heure. Donc c'est à vérifier si le JEP 341, c'est l'activation par défaut de CDS. Donc ce serait du Java 12. Ce qui est aussi un changement aussi qui est fait en Java 5, il fallait effectivement créer l'archive des classes du runtime. C'est quelque chose maintenant, quand on prend un runtime, on a directement l'archive des classes du runtime qui sont avec le runtime. Donc on ne doit plus créer manuellement cette archive-là. Et on peut fournir le CDS directement sans le Java. Tu as toujours besoin de ton jar en fait. Ouais. Enfin, c'est pas du CDS du tout et
Enfin, non, il y a un truc dans Graal mais c'est pas du CDS, donc je vais peut-être pas. Et c'est quelque chose que je maîtrise pas, donc je vais pas en parler. Mais il y a une fonctionnalité qui s'inspire un petit peu de ça, mais non, on a toujours une JVM ici, hein. Enfin oui, c'est un exécutable, mais ça reste du bytecode. La seule chose, c'est que le bytecode va démarrer beaucoup plus rapidement parce qu'il sera chargé d'une manière différente. Ouais, ouais, éventuellement. Ouais, ouais, c'est pas l'idée de CDS, c'est pas un mécanisme de distribution, c'est pas une alternative au jar, c'est juste c'est vraiment améliorer enfin diminuer l'exécution de ton code pour qu'il démarre beaucoup plus rapidement. Et ça aussi permet de sauvegarder, de réduire un petit peu la consommation mémoire. Ça, c'est plutôt un effet de bord. Mais c'est l'idée de CDS. Justement, dans ce sens, c'est de l'archive, quoi, le fichier obtenu, il est sur différentes plateformes ou il faut vraiment le générer sur la plateforme en soi? Donc attends, j'essaie de me souvenir du JEP. Faudrait lire le JEP. J'ai peur de dire une bêtise. J'ai- euh, non, à vérifier. Je suis pas certain. Elle est dépendante de l'usage de la mémoire si on met quand on fait Java, là, quand on mettait des options de mémoire, l'usage de la mémoire, Ouais. qui serait dépendant de ça. Non, tu passes tous tes flags et c'est. La seule chose, c'est que ta JVM va consommer un petit peu moins de mémoire pour exécuter ce code-là, mais Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce que si j'utilise un flag mémoire, par exemple 128 mégas, ouais. et après je l'exécute avec que 64 mégas, est-ce que ça va influencer? Ouais, est-ce qu'il va déjà se lancer? La question, c'est est-ce que ton code va se lancer avec 64 mégas? Oui, bah en fait, non, je pense que plutôt de 512 à 128 par exemple, hein, À vérifier, mais bon, c'est pas magique non plus. Je veux dire, si ton. Enfin, si ton. Ouais, ça risque de passer, mais ça risque d'être très lent, parce que tu auras des JC. Ouais, ça doit marcher, mais bon, c'est pas non plus. Non, CDS, c'est vraiment focalisé sur l'aspect démarrage. Donc une fois que ton bytecode est représenté en mémoire, ton bytecode s'exécute de la mémoire et c'est tout. Enfin, je veux dire, ça change pas. Donc à partir de ce moment-là, ton application va s'exécuter de manière traditionnelle comme s'il n'y avait pas CDS. ce qui fait qu'il est inutile, si on utilise des Jetty, Tomcat, des trucs comme ça, ce serait inutile puisqu'on va les lancer qu'une fois dans une VM, et pas deux fois. Euh, Attends, tu vas les lancer une fois dans une VM. Bah, Bah, ton jet. on déploie ça, si on mettait ça dans Docker, Tomcat par exemple, Ouais, ok, c'est long, c'est lancé. ouais. Si je veux avoir plusieurs instances, ça La- sert la- à rien dans ce cas-là. Si, l'intérêt sera ici en fait. Donc si tu utilises dans Docker, attends. Euh, donc ton archive, elle est en redonnée sur le disque. Donc ton Docker va pouvoir récupérer l'archive euh, pour tes X instances de Tomcat par exemple. Et tes X Tomcat vont démarrer un petit peu plus rapidement. Bon, peut-être que ça importe peu. C'est vrai que si ton Tomcat est démarré et qu'il est là pour 3 semaines, bah, s'il démarre en 100 millisecondes de moins, bon, c'est. Mais peut-être qu'on va y gagner du temps puisqu'il scanne tous les jars au départ. Ouais. Alors est-ce que ce temps-là, est-ce que ça il est inclus L- dans Les jars de ton application, si tu dump, oui. Si tu fais un dump, oui. donc c'est juste après le scan qui doit faire ça. Qui va faire quoi? Le dump de mémoire. Parce que Tomcat il se lance, Ouais. moi, il y a lui-même qui se lance, Tomcat se lance, et là il scanne tous les jars. C'est très long en fait, c'est ça Ah qui non, est. non, tu veux dire que ton application charge des classes à la volée. Non, dans l'application elle charge rien. Non, non, mais ton Tomcat, il charge des classes à la volée. Non, non, ici, ça va uniquement être sur le démarrage de Tomcat. Ensuite, ce que Tomcat fait, peu importe. Tu gagneras sur l'aspect Tomcat, mais pas sur le reste. Moi, j'ai une question un peu générique sur Java en général. Oui. Dans les Java 5, les versions de Java 6, 7, on avait beaucoup de tuning du GC, de la mémoire. Est-ce que avec le rythme des versions de Java qui va plus vite ou avec de plus en plus de config, est-ce qu'il faut avoir toujours une expertise de pouvoir
Bah, c'était l'idée à l'époque des ergonomics. C'était pour les personnes qui ne savent pas tuner la JVM, l'ergonomics, la JVM, elle va s'auto-tuner. Maintenant, c'est pas magique, mais au moins le comportement qu'on aura par défaut, il sera cohérent et il ne sera pas complètement insensé. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée à certains moments de tuner la JVM. Et maintenant, tuner la JVM, c'est pas nécessairement un exercice simple. Bah attends, si, attends, je crois que je l'ai noté ici parce que je l'oublie toujours, mais donc ici je suis en 13, je crois. Ouais, 13.01, attends, c'est euh, print flags final. C'est pas ça, attends. XX. Pourquoi il veut pas XX print flags final. Bon. Ah, ou c'est moins. Non, pardon. Ça, ce sont les flags de la JVM. Bon, ça se voit pas, mais il y en a quelques-uns. Et ce qu'on peut voir, attends, je ne sais pas si on peut le faire, hein, mais si je fais un grep, peut-être que ergo. Voilà. Ça, ce sont ceux qui sont configurés par l'ergonomics de la JVM. Donc, ceux-là vont. Le comportement de ces flags-là va être influencé sur le nombre de CPU, sur la mémoire qui est disponible, ce genre de choses-là. Par exemple, le G1GC, il est à true, probablement parce qu'on a plusieurs CPU. Ce genre de choses. Mais oui, clairement, tuner une JVM, bon, c'est pas un travail. Enfin, à certains moments, ça peut être compliqué. Ça dépend des use cases. Oui, oui. Et à ce moment-là, bon, il y a des gens spécialisés, hein. Enfin, non, de mémoire, c'est au démarrage parce que tu vas pas changer de GC, par exemple, à la volée. Euh, non, c'est juste au démarrage, donc c'est à la volée, tu vas pas le nombre de CPU, tu vas pas nécessairement changer. Tu pourrais sur certaines plateformes, mais la JVM, non, si tu fais ça, de toute façon, la JVM, elle aura un souci. Donc c'est au démarrage en fait. Et c'est pas les ergonomiques, c'est pas non plus enfin, une solution universelle. C'est juste pour être certain que le comportement par défaut soit acceptable. Oui, oui. Et de toute façon, oui, le G1, maintenant, tu peux l'utiliser sans souci. Le CMS, le Mark and Sweeps, enfin, va être enlevé de la plateforme. Enfin, donc, oui, ça, il n'y a pas de souci. Euh, Attends, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Ant? Ah. Non, non, mais sérieusement, Ant supporte J-Link maintenant. Euh, je, euh, j'ai jamais fait attention s'il y avait un plugin. Enfin, je suis sûr que tu peux faire du J-Link sur Maven et donc sur Gradle. Et sur Ant aussi, mais bon. Mais Ant est toujours maintenu, hein. J'ai découvert qu'il y a une release au mois de mai. Enfin, d'autres questions? Oui. Justement, au niveau des GC et par rapport à l'utilisation de fonction, l'Epsilon GC, c'est intéressant. L'Epsilon GC, c'est un GC qui fait pas de GC en fait. Il alloue, mais il désalloue jamais. On a fait des tests parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai qu'une fonction qui ne dure qu'une seconde, bah, on sait qu'au bout d'une seconde, enfin, sa VM sera tuée, donc ça sert à rien. En fait, on a fait des tests et le Serial GC nous donne la même performance. Donc c'est pas intéressant. Et Epsilon, ça reste toujours une fonctionnalité expérimentale de toute façon.
Mais on pensait aussi que bah, le fait de juste allouer ça aurait été plus intéressant, mais a priori, dans des fonctions, c'est pas intéressant. D'autres questions sur... vous êtes sur quelle version de Java? Je vais faire un sondage, hein. Je vais... Avant 8? Ouais, quelle version? 7? Et... Co- et c'est quoi? Il y a un application server au-dessus ou c'est... Sur quoi? Ah ouais, ok. Et c'est une version supportée ou... Non? Parce que c'est le risque en fait, hein. Si on regarde sur le CVE, donc en fait ce que Lilian a mentionné, c'est que à cadence régulière, on fait donc un CPU, un Critical Patch Update, qui en gros fixe toutes les failles de sécurité dans les plateformes. On fixe encore du 7, mais ça c'est... Enfin bon, ces updates-là ne sont plus disponibles gratuitement. Et on fait ça pour une raison, enfin on veut éviter que les gens restent sur du 7. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur du autre chose que du 8? Ouais. Du quoi? Du 11? Du 13? En production du 13? Ouais. Il y a quelque chose aussi, c'est donc bon, il y a le 12, la 13, la 14. Et en fait, rien n'a changé par rapport à avant. La seule chose, c'est qu'avant, on avait des updates, donc on passait de 8 updates 20 à 8 updates 40. Les gens faisaient la migration, mais en passant d'une 12 à une 13, en gros, c'est les mêmes changements, en fait. La seule chose, c'est que d'un point de vue perception, passer d'une 12 à une 13, c'est beaucoup plus risqué, mais c'est le même modèle qu'avant, en fait, à ce niveau-là. Ça, j'ai pas dit, hein. Passer d'une 8 à une 11, il y a un petit peu de travail. Euh, c'est passer de la 8 à la 9 en fait. C'est pas, une fois qu'on est sur 9, là, tout le travail est fait. Maintenant, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de passer sur une 9, hein. Il faut passer au minimum sur 11. Ouais. Mais d'un point de vue travail, oui, le 9, c'est vraiment l'étape critique qui fait que la transition n'est pas aussi facile. Mais c'est quelque chose qui sera nécessaire, hein, parce que de toute façon, enfin, la 8 ne va pas rester éternellement. Et bon, aussi en termes de fonctionnalité, la 8, elle est maintenue, mais bon, par exemple, du TLS 1.3, bah, il y a bien un jour où enfin ici on va dépréquer le 1.1 et peut-être le 1.2 dans les nouvelles versions, mais il y a bien un jour où enfin je veux dire, où enfin tout l'écosystème sera sur du 1.3, donc la 8 on ne pourra plus l'utiliser. Enfin, donc il faut essayer d'anticiper au maximum, mais bon. Pardon? Ouais, mais bon, il faut y passer de toute façon. Enfin, je veux dire, à un moment ou un autre. Ben, ça dépend. L'application qui tourne aujourd'hui, est-ce qu'elle va encore durer 10 ans ou pas? Ça m'étonnerait que dans 10 ans, vous êtes encore sur une 8 non supportée. Parce que le problème, c'est que si vous voulez être sur une 8 supportée, ça a un coût aussi. Ouais. Ouais. Non, c'est clair, mais bon, il faut faire l'exercice et voir un petit peu à long terme cette application-là, enfin, sachant qu'il y aura bien un moment où ça aura un coût de maintenir du 8. Oui, et bon, nous bon, on fait un travail aussi, on essaye de justement les librairies au niveau open source, on essaye d'encourager les mainteneurs de librairies de passer sur du 11 pour que vous, développeurs, n'ayez pas à dire ok, on peut pas aller sur 11 parce qu'on utilise, je sais pas moi, du Lucene qui n'est pas supporté en 11 ou... C'est vrai, c'est tout un écosystème qu'il faut bouger. Donc, sur Java
C'est quoi ça Java Image? Parce qu'il y a beaucoup. Ah ouais, non, ouais, non. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est plus dans la plateforme. Ouais. Euh, ouais, ben, c'est un peu comme JavaFX. JavaFX maintenant est open source, donc bon, on continue à investir, mais ça fait plus partie de la plateforme même. Ouais, Gluon en Belgique, ouais, ouais. Mais ouais, non, Gimage, c'est. Il y a des solutions très avancées. Il n'y avait pas ACFA sur les slides ici? Si? ACFA on a une solution en imagerie médicale qui est basée sur du Swing, je crois. Et c'est pas la manipulation d'image. Tout ce qui est desktop de manière générale, c'est pas la cible première de Java. Ça, c'est clair. Ouais, mais c'est le genre de fonctionnalité. Oui, mais c'est le genre de fonctionnalités qui ne doivent peut-être pas être dans la plateforme. À ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de reposer sur une librairie, enfin une solution externe. Oui, mais il faut garder à l'esprit, hein, c'était le souci qu'on avait à l'époque avec Java, c'est qu'on rajoutait des fonctionnalités, des fonctionnalités, des fonctionnalités. Et en fin de compte, on se trouvait avec bon, un JDK qui pesait 400 mégas, sachant que la plupart des applications n'utilisent pas nécessairement toutes les fonctionnalités. Donc il y a eu un écrémage qui s'est fait, notamment sur la partie desktop. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y a des modules JavaFX, par exemple. Mais oui, non, je suis d'accord, mais bon, le souci qu'il y avait aussi, c'est que la plateforme est standardisée. Donc, comment standardiser dans la plateforme la gestion, la génération de PDF, par exemple? Ça aurait été compliqué. C'est pour ça que non, mais c'est pour ça que oui, oui. Ouais. Et il n'y a pas de librairie open source qui permet de faire ça. Ouais, ça, oui, mais ensuite il faut ça veut dire ça. Oui, mais il faut. Le souci, c'est qu'il faut maintenir ces librairies-là. C'est toujours la même chose. C'est que oui, mais c'est comme le mark and sweep. Oui, mais bon, j'ai pas de bonne réponse à ça. Mais bon, on doit faire un choix parce que nous Oracle, ne pouvons pas tout faire. Bon, on a un ensemble de ressources, mais bon. Ouais, non, je suis d'accord, mais on reste sur une partie qui est plus niche, donc on doit regarder où on investit aussi. Pardon? J'ai rien vu qui va dans un sens ou dans un autre. À ce niveau-là, maintenant, c'est clair que la partie desktop, c'est pas une source d'investissement. Ouais, ouais. Oui, non, j'ai rien vu dans ce sens-là. Maintenant, si on fait disparaître des choses, de un, on le fait proprement, donc on l'annonce bien en avance, et on discute aussi. On fait pas ça. C'est pas Oracle qui dans son coin décide, ok. Enfin, il y aura un JEP qui sera discuté au sein de la communauté OpenJDK et ah oui, non, oui, parce que SWT, c'est pas, c'est Eclipse. Oui. Sachant que Swing ne fait pas partie de la plateforme Java.